présente pas Madame Coquula, à la fois professeur honoraire de l'Université de Bordeaux 3, vice-présidente du Conseil d'Aquitaine. C'est beau le Conseil d'Aquitaine, Conseil régional. Ah oui, c'est pas très bien en quoi ça consiste. Mais... Voilà. Et en tout cas, nous avons été deux à nous occuper de Brantôme, parce que je ne le savais pas, elle avait fait un Brantôme, mais j'en ai fait un aussi. Je vais lui donner la parole. Elle va nous parler d'une question très importante à l'époque. La question des cadets. Des cadets, naturellement, dans la société aristocratique, car les cadets n'héritent de rien. Tout va au fils aîné, et c'était en particulier le cas de Brantôme. Son frère aîné a tout pris. Il a pris le château, il a pris la fortune, il a même pris la femme qu'il aimait. Jaquette de Montbron. Ça y est, elle a fait ma communication, donc tout va bien. Donc, je vais devoir m'arrêter là. Merci Madeleine, merci. C'est-à-dire qu'on a travaillé toutes les deux sans se connaître, et puis après on s'est connus, sur une biographie qui s'est révélée complémentaire, parce que vous l'avez ressenti et senti. Madeleine, c'est une littéraire, pur sucre, pur jus. Je suis plutôt côté historienne, donc j'ai été très contente de la lire. J'espère qu'elle a été aussi contente de me lire. Et je pense effectivement que ce personnage, il est important. Et par rapport à la biographie que j'ai écrite, on va dire, il y a quelques années, pour ne pas parler de décennies, c'est mieux, pour parler de la biographie que j'ai écrite, je ne suis plus tout à fait de mon avis. J'ai changé d'avis. Et je voudrais essayer aujourd'hui de vous démontrer pourquoi. Pourquoi? Alors j'ai intitulé ça « Brantôme ou les chances d'un cadet ». Ça pourrait être « Brantôme ou la chance d'un cadet » ou « Brantôme, la chance et la liberté d'un cadet ». Je pense que je prendrai le troisième titre « Brantôme, la chance et la liberté d'un cadet ». Alors d'emblée, effectivement, Madeleine vous l'a dit, je ne vais pas le rappeler, ce titre peut paraître paradoxal parce qu'on est dans l'Ancien Régime et parce que même dans le nouveau régime de l'époque contemporaine, on sait souvent, on sait parfois que les aînés sont plus favorisés que les cadets. Et donc, je ne suis pas là en mesure, au vu des compétences qui sont les miennes, je ne suis pas juriste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, encore moins psychanalyste, je ne peux pas vous démonter en quelque sorte ce mécanisme d'un cadet par rapport à l'aîné, mais je voudrais insister sur deux aspects. C'est qu'il me semble que, par rapport à tout ce que vous avez si bien dit, Madeleine, ça lui a permis, en quelque sorte, de donner la mesure de lui-même. Parce qu'on va le voir, les cadets et hommes de guerre qu'on vous a décrits étaient quand même des cadets astreints à des charges, à des fonctions militaires. Personnellement, je crois qu'il n'était pas capable de les assumer, mais ce n'est que personnel. Lui, il a eu en fait la chance de pouvoir en quelque sorte s'en séparer, ne pas les exercer, et surtout il a eu la chance d'avoir une carrière, une très longue carrière de courtisan. Brantôme, c'est un homme de cour plus qu'un homme de guerre, on le verra tout à l'heure, mais c'est un homme de cour puisqu'en fait il a eu quand même des décennies de vie de courtisan, et je crois personnellement qu'il s'est inventé sa disgrâce, qu'il s'est inventé le jet de la clé d'or de la chambre du roi dans la Seine, et je suis presque sûre effectivement qu'Henri III a eu raison de ne pas le choisir comme sénéchal. Alors, partons si vous le voulez bien, du parcours que Madeleine vous a décrit. D'abord, c'est sûr, son frère aîné, André de Bourdeil, est un frère qui naît en 1520. Donc, il a 20 ans de plus que notre Pierre de Bourdeil. Donc, c'est véritablement un aîné à 2 décennies d'écart. Il mourra en 1582, donc il meurt à la soixantaine, ce qui est à l'époque déjà, je précise bien, un âge présumé avancé. Donc, Jean, le second, le vrai cadet, on vous l'a dit tout à l'heure, j'y reviendrai un peu, va disparaître à la guerre. Et Pierre,
qui naît en 1540, qu'il meurt. Est-il besoin de le rappeler au vu, je dirais, du caractère et de la réussite des cérémonies? Et je salue ici les amis de Brantôme. Lui, il meurt en 1614, donc il a le temps. Il a le temps de regarder, il a le temps de vivre, il a le temps d'écrire. Et derrière lui, il y a un petit Jean, le baron d'Ardelais, le Benjamin, et qui lui, finalement, va mourir jeune, on y reviendra tout à l'heure. Et il y a, Madeleine n'en a pas parlé, mais il faut les citer aussi, les sœurs Bourdeil. À cette époque, on ne parle pas beaucoup des filles, elles n'ont pas une grande importance, sauf que l'une d'elles, Madeleine de Bourdeil, a fait partie, je dirais, des dames de compagnie de Catherine de Médicis. Elle a joué un rôle. Et surtout, finalement, il semble qu'à la fin de sa vie ou à la fin de leur vie, il n'y ait pas eu une grande entente entre le frère et la sœur. Donc, revenons, si vous le voulez bien, sur le fait que comment devient-il véritablement un cadet, c'est-à-dire le seul des 4 fils ou des 3 fils après par rapport à André? Eh bien, parce que les deux, Jean de Bourdeil, on vous l'a très bien dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, ils ont été éliminés par la guerre, l'un par la guerre extérieure, c'est important, on y reviendra beaucoup aujourd'hui, je pense, mes collègues y reviendront. Brantôme, il vit 2 vies et il vit 2 types de guerres. Il vit les guerres extérieures, contre, de bons ennemis ou de vrais adversaires, et les guerres intérieures, les pires qui soient, les guerres civiles, puisqu'on ne parle pas à cette époque-là des guerres de religion, mais bien des guerres civiles, que les contemporains appellent le temps des troubles. C'est les pires guerres qui soient, puisqu'on se bat, quand on est un militaire de carrière, contre des frères d'armes avec lesquels on a combattu aux guerres extérieures. Donc le frère aîné, André, on y reviendra tout à l'heure, lui se bat aux guerres extérieures, aux guerres intérieures. Le second meurt lors des guerres extérieures et le Jean, le Benjamin de notre Pierre de Bourdeil, va mourir, lui, au cours de ces guerres civiles. Alors, Jean, le second, je vous le présente un tout petit peu parce qu'il a joué quand même un rôle important. Madeleine vous l'a dit. Grâce à lui, le jeune Pierre de Bourdeil à l'abbaye de Brantôme en commande. C'est une belle commande. Et je rappelle, comme Madeleine l'a fait, que n'importe quel laïc, s'il est bien placé, peut obtenir, s'il appartient à la noblesse, peut obtenir une abbaye en commande, même lorsqu'on est protestant, puisque Coligny avait des abbayes en commande et que Sully s'est grassement enrichi avec des abbayes en commande. Donc, ce Jean-là, il a fait la guerre au moment où la frontière des guerres change. C'est-à-dire qu'en fait, on abandonne l'Italie après 1559, ou juste avant le traité du Cateau-Cambrésis, et on reporte le front des guerres principales et des guerres futures sur le front de la frontière nord-est. Pourquoi ? Bien évidemment parce qu'il faut protéger la frontière de Paris tout proche de la frontière, la Picardie est une province frontière, et puis surtout qu'à ce moment-là, il y a la guerre des Flandres, c'est-à-dire le soulèvement des Flandres, le soulèvement religieux des Flandres, d'un côté des protestants, de l'autre des catholiques, donc une zone dangereuse, éminemment dangereuse, et le Jean de Bourdeil dont je vous parle, il est blessé, mais quand on est blessé légèrement, il faut repartir à la guerre, Madeleine vous l'a dit, et finalement, il est à nouveau blessé, 3 arquebusades dans la ville de Metz assiégée par les impériaux côté Charles-Quint. Il participe enfin à la défense d'Esdin, on vous l'a dit, au dernier assaut des ennemis. Sa tête est emportée par une canonnade. Et chaque fois que Brantôme verra périr aussi d'autres combattants, ainsi, il pensera à ce frère disparu. Et puis, il est très fier parce qu'au soir de la bataille de Dreux, il est encore jeune. En 1562, il a un peu plus de 20 ans. Un ancien compagnon d'armes de ce frère disparu le reconnaîtra à cause de la ressemblance. Et ça plaît à Brantôme parce que c'est quand même un peu une partie de gloire qu'on récolte, même si c'est celle du grand frère. Alors, quant au dernier fils, à Jean baron d'Ardelais, lui c'est moins glorieux, mais c'est quand même par rapport à ce qu'on vous a dit à l'église
glorieux, vous allez voir pourquoi, parce qu'il trouve la mort en 1568 en défendant la ville de Chartres. Il est à l'intérieur contre l'armée protestante, donc il meurt et il est enterré dans le chœur de la cathédrale de Chartres. C'est tout moins ce que nous rapporte Brantôme. Et finalement, le corps de ville accepte, mais finalement, à partir d'un moment ou d'un certain temps, il semble bien que le chapitre cathédral de la ville de Chartres ait décidé de sortir ce militaire enterré là. Ça n'a pas beaucoup plu à Brantôme, qui en veut farouchement, on vous l'a dit tout à l'heure, à ces gens d'église, mais il fait à peu près le silence sur cela. Donc le voilà véritablement cadet. C'est-à-dire qu'il n'a plus de frère, si j'ose dire, après lui et entre lui et André. Le voilà aussi pourvu d'une belle abbaye en commande, et c'est pas à vous que je dirais le contraire, et vous comprenez finalement que cela correspond en quelque sorte à la geste, à la saga des Bourdeilles depuis qu'ils sont connus, même si c'est un petit peu après Charlemagne, mais on va bien revenir à Charlemagne si vous le souhaitez. Et voilà en quelque sorte ce cadet qui reste sous l'ombre du frère aîné, qui aura la chance, on va y venir dès maintenant, lui, de faire la guerre, la bonne guerre, la guerre contre de vrais ennemis et pas ceux de l'intérieur, et qui aura la chance, Madeleine vous l'a très bien dit, d'épouser un beau parti, d'épouser une héritière. Alors, deuxième élément, ce cadet, comment juge-t-il son aîné? Donc, moi, je me suis reporté à un texte que l'on trouve dans l'oraison funèbre de Madame de Bourdeille, Jacquette de Montbron. Cette oraison funèbre, elle date bien évidemment de la disparition de Jacquette. Nous sommes en 1598. Donc, fin XVIe siècle, tout à fait la fin XVIe siècle. Henri IV est roi de France, il ne faut pas l'oublier. Et donc, Brantôme, qui est tout seul, le frère est mort, plus de frère, finalement, écrit ce qu'il pense. Il écrit ce qu'il pense, et c'est un cadet qui parle de son frère aîné. D'abord, voilà ce qu'il dit. Messire André de Bourdeille fut fils de Messire François de Bourdeille, qui en ses jeunes ans se fit tant signaler au royaume de Naples, à la journée du Garrillan, du Garigliano, sous ce grand monsieur de Bayard, où il fut fort blessé. Les histoires le prouvent, et puis à la bataille de Pavie. Vous voyez, c'est pas important, contre les victoires, les défaites, l'essentiel c'est la gloire. Et cette gloire, retenez-les bien, c'est pas le frère qui l'a obtenue, c'est le père. Donc on part du frère, mais pour rappeler la gloire du père. Et pour ce, je reprends Brantôme, le dit Messire André de Bourdeille, ne voulant en rien dégénérer de ce brave père et de ses prédécesseurs, étant fort jeune, se mit à la guerre de fort bonne heure. Tout est classique. Suit l'énumération des campagnes du frère aîné. Il fut, du temps du roi François Ier, aux guerres de Landrecies, de Maroilles, du camp de Jalon, de Boulogne, du règne du roi Henri II à la guerre d'Écosse, au voyage d'Allemagne et siège de Metz. Voilà des campagnes énumérées. Comment s'est-il comporté? On ne le dit pas. Ce n'est pas mentionné. Mais simplement, je vous l'ai déjà dit, les horizons de la guerre ont changé et désormais ce sont les frontières nord et nord-est du royaume. L'Italie est abandonnée et nous ne savons pas, en quelque sorte, vraiment si par rapport à ce père si glorieux des guerres d'Italie, ce frère André s'est bien comporté. La suite, toujours sous la plume de notre Brantôme, est peut-être moins glorieuse encore sous la plume du cadet. Et puis a été prisonnier dans Hesdin, la ville où est mort le second fils, et demeura 6 ans prisonnier en Flandre, d'où n'en sortit qu'après la trêve faite entre l'empereur Charles Quint et le roi Henri II en 1556. Et la guerre espagnole se recommença, il continuera toujours les guerres étrangères. Donc, si je lis bien, toutes ces énumérations se réduisent effectivement à une revue des guerres, à une revue des combats, pas de mention de gloire,
pas de mention de non-gloire, on reste dans une espèce de neutralité un peu gênante, plus à cela s'ajoute une captivité coûteuse, puisqu'en fait, Brantôme s'en plaint parce qu'elle lui a en quelque sorte dérobé peut-être de belles études ou de meilleures études. Et alors, la suite, ce sont les guerres civiles, celles qui d'emblée ne produisent jamais des récoltes glorieuses, je le cite, et aux civils, servit très fidèlement tous ces rois, c'est-à-dire François II, puis Charles IX, enfin Henri III, et même aux batailles de Jarnac et Moncontour, 1569, ayant en charge de 50 hommes d'armes. On n'en sait pas plus. Sinon que son seul mérite à André de Bourdeille fut la fidélité en ces temps troublés aux rois successifs, c'est-à-dire François II, Charles IX, Henri III. Puis, pour finir, et est mort chevalier de l'ordre Saint-Michel, lieutenant de roi en Périgord, son sénéchal et gouverneur, avec beaucoup de réputation, toujours André, d'être mort fort pauvre au service du roi, c'est-à-dire au service d'Henri III. Ce que je ne crois pas du tout, mais ce qui est un coup de pied de l'ami Pierre de Bourdeille pour démontrer en fait qu'Henri III a été un roi ingrat avec ses combattants qui n'ont pas eu les récompenses qu'ils méritaient d'avoir par rapport, par exemple, à ce grand serviteur que fut le roi Philippe II d'Espagne. Donc, regardons précisément, mais là je passerai vite parce que le temps va manquer, je me suis attachée à le faire, les services rendus par André de Bourdeille en qualité de sénéchal dans le Périgord. Quand on regarde la situation du Périgord pendant les guerres de religion, on va dire de 1550 à 1582 jusqu'à sa mort, rien n'est plus compliqué que l'histoire religieuse de notre belle région. Rien n'est plus compliqué que le sort d'un sénéchal dans ce lieu où s'affrontent directement, sans détour, catholiques et protestants, et où, vous allez comprendre tout de suite, parce que je sais que d'emblée il y a beaucoup de Périgourdins, il faut gérer un antagonisme majeur entre les deux villes proches l'une de l'autre, même si elles sont séparées par un grand écran forestier, qui sont Bergerac, la protestante, et Périgueux, la catholique et l'ultra-catholique, qui va devenir ligueuse. Donc le malheureux André de Bourdeille est quelqu'un qui fait face à une situation compliquée, encore plus compliquée du fait que dans la Guyenne de ce temps-là, il y a un gouverneur installé depuis 1576 qui s'appelle Henri de Navarre, qui est donc le mari de Marguerite de Valois dont on vous a parlé tout à l'heure depuis 1572 et qui, dans cette province, finalement, je dirais, joue vraiment le chaud et le froid. Jacqueline Boucher vous en parlera sans doute. Et finalement, le malheureux sénéchal André de Bourdeille, il est vraiment dans un guêpier et c'est ce guêpier qu'il faut en quelque sorte contrôler militairement, politiquement, administrativement, en prenant soin. À la fin de sa vie, André de Bourdeille, à l'arrivée massive du courant ligueur en Périgord, et à un autre point que les historiens finalement ont largement élucidé depuis quelque temps maintenant, au fait qu'une grande partie de notre belle noblesse aristocrate de la région était en quelque sorte achetée par le roi d'Espagne. Ne perdons jamais de vue que cette aristocratie était une aristocratie qui n'avait pas résisté à la tentation des doublons du roi d'Espagne et que l'on s'offrait au plus offrant. Et que Blaise de Montluc, ils ont tous, en quelque sorte, presque tous, été en quelque sorte contactés et ils ont joué finalement de cela. Donc, André de Bourdeille, moi, je lui tire mon chapeau parce que je m'aperçois que c'est vraiment un personnage qui a joué un rôle important, guidé en cela
par quelqu'un, au début, en tout cas tout à fait au début, par les lieutenants généraux du roi, et il est bien certain qu'après lui, il faudra continuer, surtout lorsque, au moment de la mort, peu de temps avant la mort d'André de Bourdeille, la Guyenne va trouver un lieutenant général de poids important qui s'appelle le maréchal de Matignon. Donc j'en viens à la troisième partie, qui est en quelque sorte la liberté, les chances d'un cadet. Alors, je la placerai d'emblée sous le signe de Montaigne, qui fut, lui, un aîné par accident, puisqu'avant Montaigne, il y a 2 jeunes enfants qui étaient nés au domicile de ses parents. Lui-même dit 2 enfants, on ne sait pas si c'est 2 filles, 2 garçons, 1 fille, 1 garçon. Mais en tout cas, ça a permis à Montaigne, qui pense sans doute davantage que Brantôme, de réfléchir sur le sort de ses cadets et de montrer en quelque sorte une piste importante. C'est le fait que ces cadets ne peuvent pas être soumis, ne peuvent pas être obéissants parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de l'être. Je le lis, je le cite, et c'est livre 2. « Celui à qui la fortune refuse de quoi planter son pied et établir un être tranquille et reposé, il est pardonnable s'il jette au hasard ce qu'il a, et j'excuse plutôt un cadet de mettre sa légitime au vent, sa légitime, c'est-à-dire la portion d'héritage qu'il est en droit d'attendre, de mettre sa légitime au vent, que celui à qui l'honneur de la maison est en charge, qu'on ne peut point voir nécessiteux qu'à sa faute. » On l'a compris, cet argument est là pour conforter Montaigne dans le parti qu'il a pris pour officiellement se tenir quoi ? Jugeant, je le cite, aussi bien sainement de mes forces qu'elle n'était pas capable de grandes choses. Et me souvenant de ce mot du feu chancelier Olivier, que les Français semblent des guenons, qui vont grimpant de branche en branche et ne cessent d'aller jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à la plus haute branche et y montrent le cul quand elles y sont. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir ? Eh bien, nous allons retenir de ce cadet, d'abord, une belle carrière de courtisan. Une belle carrière de courtisan comprise dans une durée remarquable, parce que si on le suit, comme je l'ai fait et comme Madeleine l'a fait, de 1560 à 1580, malgré des voyages dont on parlera très vite, il a quand même réussi à se maintenir à la cour sous les règnes de François II, sous les règnes de Charles IX et sous le règne de Henri III en ses débuts. Comment a-t-il fait ? Eh bien, il a fait ce que font les gentilshommes bien nés, mais pas assez riches, ou qui appartiennent à des familles de moindre, je dirais, noblesse, pas de grande noblesse. Eh bien, il a su être client de grands personnages. Il a commencé par les Guises, par le grand prieur, qui était un cadet des Guises, en allant successivement vers les Valois et en passant par l'intermédiaire d'un Florentin qui est devenu un parfait ami. Il s'agit de Strozzi. C'est justement 1563, à la mort du grand prieur, qui a pris froid à la bataille de Dreux, que Brantôme se lie d'amitié avec le Florentin Strozzi, proche de Catherine de Médicis. Par contre, pour Brantôme, pas d'affinité du côté des Bourbons. Il l'aurait pu, on vous l'a bien dit tout à l'heure, côté maternel, mais il ne l'a pas fait. Et les raisons de cette durée, quand on va au fond des choses sur le plan historique, elles tiennent à quoi, les raisons de cette durée de courtisan ? Eh bien, elles tiennent à la protection de la reine-mère. Elles tiennent à la protection de Catherine de Médicis, qui a su utiliser Brantôme, qui a su l'écouter et qui a sûrement confiance en lui. Ce soutien de Catherine de Médicis lui permet, il me semble que sans faire la réhabilitation de ce personnage qui n'en a pas besoin, lui permet de bénéficier aujourd'hui d'une considération presque nouvelle de la part des historiens. Et j'en veux pour preuve, je me suis amusée, non pas à les compter, mais à les regarder, le nombre croissant des références que l'on fait en Brantôme dans certains ouvrages d'une historiographie récente. Pourquoi ce crédit ? Pourquoi ce nouveau crédit accordé à Brantôme ? Parce que, évidemment, à l'heure actuelle, vous le savez, l'historiographie envers Catherine de Médicis s'est profondément renouvelée.
grâce à maints travaux d'historiens. Et à partir de ce moment-là, finalement, on s'attache à montrer qu'elle n'a pas été la reine noire, finalement, qui a tué tant de protestants ou qui a été autant dans la répression, mais qu'elle a tenté, sans réussir, mais en réussissant quand même quelquefois, d'introduire dans le royaume une idée héritée de sa culture qui était fort grande, qui était la pratique de la concorde. Dans une cour et au sein d'un pays où les sujets étaient divisés entre protestants et catholiques. Donc finalement, le voilà qui gagne en crédit comme la reine-mère elle-même gagne en crédit, et le voilà, à cause de ce crédit, qui se permet des permissions de désobéissance. Il désobéit, il est un courtisan qui aime en quelque sorte aller hors des sentiers battus avec son copain Strozzi. On vous a parlé 1564, l'expédition du Peñón de Vélez contre les Turcs. 1566, la participation au secours de Malte côté espagnol qui déplaît grandement à Catherine de Médicis parce qu'on s'efforce de se concilier avec les Turcs. En 1567, s'il va contempler l'armée du duc d'Albe en route pour les Flandres en révolte, c'est pas tellement bien vu pour quelqu'un qui est à la cour. Et puis, on vous l'a dit, en 1582, il a cette tentation de trahison consécutive à la disgrâce qu'il a lui-même mise en scène. Et une mise en scène, quand on le regarde bien et quand on suit ce que l'on vous a montré tout à l'heure, le développement de son écriture, qui passe un peu à la façon de Montaigne par une forme de dénigrement de soi. Il est là, il voit, il est témoin, mais il ne cesse de dire qu'il est un petit compagnon. Il revendique cela à la fois, je dirais, comme une qualité, mais aussi peut-être comme un reproche, parce qu'il n'a pas pu aller plus loin. Alors, et j'en termine ici, l'écriture dans sa retraite, pour moi, n'est plus une revanche. C'est plus une revanche, mais c'est une continuité et une façon de revivre la vie qu'il a vécue. Et ce choix de vie, si j'ose dire, c'est faites la cour, pas la guerre, mais pas la guerre intestine, pas la pire des guerres comme Montaigne, pas celle qui ravage un pays, pas celle qui tue des frères entre eux ou qui les fait se combattre et que les historiens contemporains appellent du mot de guerre franco-française. À ces cadets, eh bien, sont offertes des évasions géographiques, et il ne faut pas oublier qu'ils furent finalement parmi les plus grands voyageurs, qu'ils furent parmi les découvreurs, partis volontairement ou non, hors des cendres casanières, que les carrières des conquistadors, qui ne sont pas forcément des gens recommandables, sont souvent des carrières de cadets, et que Michel Verger-Franceschi, qui aurait dû être des nôtres, mais qui est aujourd'hui finalement à Toulon pour, je dirais, inaugurer un monument lié à l'histoire de la marine, a bien montré que les grands officiers de marine étaient aussi des cadets. Vive les cadets! Voilà, maintenant qu'on est toutes les deux, est-ce qu'il y a des questions? L'exutoire du commerce colonial, de la colonie qui a existé au XVIIe siècle, pour les cadets, n'existait pas encore. Ah si, bien sûr que si, on vous l'a dit. Il a des actions dans les galères, Brantôme. La carrière au XVIIe siècle aux Antilles, cadet, oui. La carrière dérogée, on avait le droit de déroger pour... non, on ne dérogeait pas si on faisait du commerce de mer au XVIe. Voilà, tout à fait, non. Il aurait pu partir aux Antilles. Et puis, ah oui, mais à l'époque, c'était prématuré. Voilà. Ah, d'autres questions? Oui. Qu'est-ce qu'il a pu dire ou écrire au sujet de la Saint-Barthélemy? Ah, courageux, très courageux. Mais un courage atténué puisqu'il a écrit après coup. Il a écrit après coup. Donc, je dirais que la Saint-Barthélemy, elle n'est pas oubliée. Mais nous sommes en 1572, son œuvre paraîtra, on vous l'a dit tout à l'heure, au XVIIe siècle. Très courageux.
Courageux pourquoi? D'abord parce qu'il n'y était pas. Il n'y était pas. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait s'il avait été là. Donc, je ne me prononce pas. Courageux pourquoi? Parce que finalement, pour lui, c'est un massacre. Et ce massacre, il ne le supporte pas pour 2 raisons. Parce que ce massacre l'a privé d'amis proches. On vous a parlé du gendre de Coligny, qui était un ami proche, qui s'appelait Téligny. Et là, il fera d'ailleurs un poème, comme vous l'a dit Madeleine, un beau poème en l'honneur de cet ami disparu, en l'honneur de Téligny. Et puis aussi, voilà, c'est en quelque sorte cela qu'il ne supporte pas. Et puis parce que il a la conviction, qui est un peu à l'heure actuelle d'ailleurs recoupé par l'historiographie, que ce massacre a dégénéré. Que ce massacre a dégénéré, c'est-à-dire en fait qu'il s'est étendu à toute la capitale, à Paris, qu'il s'est étendu ensuite en province. Et ce qui est gênant pour lui, c'est qu'il connaît les noms des capitaines massacreurs. Ils font partie, je dirais, de ses relations, de ses connaissances. Il a combattu à leur côté. Et alors, comment, en quelque sorte, quelle satisfaction retire-t-il? Eh bien, il retire une satisfaction quand il les voit mourir. Parce qu'il est persuadé, finalement, qu'à un moment donné, qui va se rapprocher très vite, ces gens-là, il faut qu'ils meurent, étant donné la faute qu'ils ont commise. Et notamment au siège de La Rochelle, en 1573, qui suit juste, en quelque sorte, l'année de la Saint-Barthélemy. Il est là, il est présent à ce siège, il fait quelques actions militaires, il se couvre un tout petit peu de gloire, on ne va pas revenir sur ça, mais il se félicite chaque fois qu'un de ces massacreurs est blessé et qu'il meurt. Donc, en fait, je dirais une attitude de condamnation, une attitude de réprobation. Mais demain, à la remise du prix, je vous en dirai plus. Merci.